Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est vendredi 13 décembre 2024. Bienvenue à ce webinaire présenté par le coaching du coureur. Olivier Roy-Baillargeon, votre animateur, avec mon collègue Michael Préti, idéateur de nos expériences au Kenya. Salut, Mika, comment ça va? Ça va très bien. Je profite pour saluer tous ceux qui sont présents parmi nous. Merci d'être là, effectivement. Et donc, en direct, effectivement, de l'heure africaine, tard en soirée, chez lui présentement, dans ses vacances. Votre hôte, coach Julien Lyon, qui va vous accueillir à Iten chez Simba for Kids. Salut Lyon, Julien, Simba, comment ça va? Salut, Salut Olivier, ça va bien et toi? Merci beaucoup. Génial. Donc, ben, notre objectif aujourd'hui, il est quand même assez simple. Vous présenter, grosso modo, le milieu dans lequel vous serez accueillis si vous venez vous entraîner dans le cadre de notre camp au Kenya. Vous présenter les dimensions de l'expérience qui vous est offerte et surtout vous offrir l'occasion de poser vos questions à Julien qui est présent sur place. Julien, rapido comme ça pour que les gens arrivent à situer. Toi, tu es basé à Iten depuis environ combien de temps, ton expérience kenyane? La première fois que je suis allé, c'était en 2010, donc ça fait quand même quelques années. Et puis depuis 2017, je me suis établi là-bas, donc ça fait 7 ans maintenant, un peu plus de 7 ans, que je suis établi ici à Iten, marié avec une Kenyane, et puis on a une petite fille de 3 ans. Super. Ben, félicitations d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous donner son nom tout de suite, qu'on le note, puis qu'on la mette dans nos paris pour les Jeux olympiques dans une vingtaine d'années? Alors c'est le même prénom que le chien de Olivier, de Blaise et Isabelle, Luna. Luna. On n'a pas fait Ben, exprès, mais voilà, on a les mêmes, les mêmes idées, mais pas pour les mêmes choses. super. Et comme elle est moitié kenyane, moitié suisse, ça veut dire qu'elle sera très rapide et très endurante. On espère, ouais, on espère. Donc, ben, peut-être, Mika, si tu voulais présenter brièvement pourquoi on propose des camps d'entraînement au Kenya. Toi qui as été le pionnier de la clinique du coureur, à aller explorer les hauts plateaux d'Iten, pourquoi amener les gens là-bas? Qu'est-ce qu'il y a de particulier là-bas qui, toi, t'a frappé et t'a amené à créer ces expériences? Oui, bah, alors, pour que tout le monde sache, pour faire un aperçu historique, moi, ça va être la quatrième année où je me rends sur place, donc l'année prochaine, en 2025. J'y suis donc déjà les 3 fois, et la première fois, c'était il y a 3 ans pour faire du repérage. Il faut savoir qu'on a créé, non pas un camp d'entraînement, à la base, on a créé comme un séminaire ou un stage de formation qui est dédié aux professionnels de la santé, donc des physiothérapeutes par exemple, ou des médecins du sport, qui font partie de nos communautés, nos clients à la clinique du coureur. Et par contre, une fois sur place, on s'est rendu compte que, bah, il y avait beaucoup de choses inexplorées, comme les sentiers de trail, par exemple. On a aussi la chance de rencontrer Julien Lyon, avec qui le courant est passé, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui entreprend de beaux projets. Donc, il a construit un centre aéré qui aide les enfants qui sont sur place. Et c'est vrai que ça a été un énorme coup de cœur. Alors, nous, en tant que membres de l'équipe La Clinique du Coureur, mais également en tant que coureur, tout simplement, ou en tant que voyageur, bah, on a eu vraiment un coup de cœur avec cette expérience, c'est-à-dire la rencontre avec les enfants, le partage de moments très exclusifs comme le fait de faire des activités sportives avec des enfants. Et on a eu l'opportunité en fait de créer des camps d'entraînement, cette fois-ci au nom du coaching du coureur. Donc ce ne sont pas des stages de formation qui sont dédiés justement à l'apprentissage d'une pratique clinique, mais qui sont dédiés à l'apprentissage de la course à pied. À savoir que c'est pas uniquement voyager pour courir, ça s'arrête pas là. En fait, c'est plus une expérience humaine et également une expérience caritative, parce qu'une partie des fonds aussi servent justement à alimenter certains projets, comme la construction, on en parlera peut-être, mais de mini-maisons salubres pour certains habitants de la vallée, et puis aussi aider la subvention, la subvention scolaire pour certains enfants qui manquent de moyens pour être inscrits à l'école, mais on en reparlera aussi. Donc voilà, cette opportunité a fait qu'on a voulu proposer aux gens qui aiment la course, aux gens qui aiment voyager, mais aux gens aussi qui ont envie de vivre quelque chose de transformateur. Voilà. Une expérience au Kenya. Alors c'est une destination qui est un peu lointaine, qui parfois suppose des questionnements pour certains, mais en fait la vie sur place est plutôt simple. Les Kenyans, c'est vrai, sont généralement très accueillants. Et puis nous, pour l'avoir vécu tous ici, ben, en fait, c'est vrai qu'on peut improviser au jour le jour, mais tant du point de vue de la sécurité que, comment dirais-je, des opportunités sur place, des opportunités de rencontrer des athlètes, d'explorer différents terrains, tout se fait très facilement. Super.
Moi, j'ai aussi à mettre le grain de sel que j'y ai participé. Puis une des choses que j'ai le plus retenu, en fait, puis c'est une des choses que tu as mentionné, c'est le contact qu'on a avec les enfants qui sont omniprésents là-bas, qui nous suivent quand on court, qui nous voient comme ces espèces de phénomènes étrangers, presque étranges, et qui semblent pas faire cette distinction entre les plus grands athlètes et nous, humbles coureurs récréatifs, qui passons dans les routes de terre près de chez eux. Puis, ben, c'est un peu le point de contact quand même avec ces camps qui sont accueillis justement chez Simba for Kids, organisation fondée par Julien. Donc, Julien, veux-tu nous dire, grosso modo, en quoi consiste Simba for Kids et quelle a été l'idée derrière la création de cet organisme et quelle est aujourd'hui sa mission? Oui, bien sûr. Alors, on a créé avec mon épouse Sima Kids en 2019 parce qu'on a vu qu'il y avait un besoin vraiment pour les enfants de la région. La plupart des gens qui viennent vont se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment comment dire, de misère dans le sens déprime. Il y a beaucoup de joie de vivre. En fait, les enfants sont très heureux et tout ça. Mais on a quand même vu que derrière les portes des habitations et tout ça, il y a quand même justement une grande misère financière. Et il y a surtout rien qui est proposé pour eux en termes d'activité comme chez nous. Après l'école, ceux qui ont des enfants, je suis sûr que leurs enfants font au minimum une activité, soit sportive, soit musicale ou autre. Et là-bas, à Eton, c'était juste pas possible. Donc, en fait, pendant tous les week-ends, les jours de vacances, et puis après l'école, il n'y avait rien du tout de proposé. Donc, on voyait ces enfants qui étaient pas malheureux, mais qui avaient rien à faire. Et du coup, un gros manque quand même d'éducation extrascolaire, en fait. Donc, ici au Kenya, c'était un peu plus que chez nous, c'est-à-dire que quasiment un jour sur deux de l'année, on a compté 170 jours par année, ou 180 jours par année, quasiment, ils sont en vacances ou en week-end. Donc ça fait quand même beaucoup de jours en fait où ils n'apprenaient pas grand-chose. Donc ils s'occupent des moutons, ils s'occupent des vaches, ou simplement ils traînent un petit peu dans la rue voilà, à jouer avec ce qu'ils trouvent, mais voilà, rien de très très stimulant intellectuellement aussi. Donc on s'est dit on va créer ce centre aéré comme tu l'as dit, où les enfants ils viennent librement jouer, ils font du foot, ils font des activités sportives, du tennis même, du basket, etc. Et puis aussi dedans des memories, des puzzles et des coloriages pour les plus petits, des Lego, etc. Donc plein d'activités différentes. Et là, depuis 2 ans aussi, on nourrit les enfants, parce qu'en fait, on a vu que c'était un petit peu un frein. C'est des choses qu'on apprend en fait sur le terrain, c'est-à-dire que quand on a commencé, on pensait bien faire en offrant juste des activités. Et puis en fait, on a vu que certains ne pouvaient pas venir parce qu'ils habitaient trop loin, ils n'arrivaient pas à rentrer chez eux pour manger. Ou on s'est rendu compte que quand on disait, bon, ok, on ferme pendant 1 heure, vous allez manger, ben, en fait, certains restaient autour du centre parce qu'ils n'avaient pas à manger chez eux. Donc il y a quand même, voilà, il y a quand même des réalités financières qui sont quand même, voilà, même si on a l'impression qu'il y a un bonheur un peu général, je pense que tout le monde va dire la même chose en venant à Eton, il y a pas beaucoup, il y a pas de malheur, c'est pas un bidonville, hein, faut se mettre les choses dans le contexte, c'est pas un bidonville où on voit vraiment de la misère comme dans les grandes villes, mais il y a une misère quand même, une précarité en tout cas qui est quand même très présente. Donc voilà, on essaye à notre échelle de faire au mieux. On aide entre 150, 200 enfants qui viennent jouer au centre toute l'année et comme j'ai dit, qui ont maintenant des repas à midi la moitié des jours de l'année, hors période scolaire. Donc Mhm. voilà, la mission, c'était ça principalement. Ben, super. Puis nous, clairement, ça a été une histoire d'amour. Dès la première fois qu'on s'est rendu nous-mêmes à Iten, d'avoir découvert ton organisation, d'avoir découvert sa mission, d'avoir découvert la place qu'elle jouait dans la vie des enfants de cette région, puis dans la vie de ces enfants qui seront peut-être un jour les plus grands, les plus grandes champions, championnes, comme leurs parents ou leurs oncles, leurs tantes, leurs voisins l'ont été ou le sont présentement. Puis donc, c'était pour cette raison-là qu'on a choisi aussi de faire en sorte que les camps soient accueillis chez toi, chez Simba, parmi les enfants, parce que chaque fois qu'on amenait des gens là-bas, jouer avec les enfants, comme tu disais, au foot, au volley, au basket, passer du temps avec eux, leur faire la lecture, leur parler d'où on vient, qu'ils nous parlent d'où ils sont. Ça a presque toujours été les moments les plus forts, les moments les plus marquants de l'expérience kenyane des gens qu'on a amenés là-bas. Mika, tu as mentionné brièvement ce qui reviendra ou ce qui restera dans la communauté de ce qui est inclus dans l'inscription des gens à ces camps.
Je pense que ça vaudrait quand même la peine qu'on prenne le temps de détailler. Donc, parmi ce qu'il y a dans les frais d'inscription, en quoi concrètement, donc, on va aider? Tu as mentionné la construction de mini-maisons. Entrons plus dans le détail pour que les gens aient une bonne idée de ce qui est au programme quant aux retombées concrètes pour la communauté. Oui, bah en fait, effectivement, déjà aussi, on l'a pas précisé, enfin j'ai oublié de le préciser, mais l'année passée, on a aussi pu importer en fait des chaussures donc, qui ont été produites par la clinique du coureur, qui sont des chaussures simples, qu'on pourrait qualifier de minimalistes pour les enfants, parce que une des problématiques actuelles qui fait partie de la modernité, c'est que le pied nu en fait est vu comme un signe de pauvreté, et donc les familles essaient justement de mettre des chaussures aux pieds de leurs enfants pour éviter ce jugement, sauf que le pied nu fait partie des facteurs qui font que des coureurs en fait ont des pieds forts plus tard. Donc, et alors on retrouve des enfants avec des chaussures trop petites, trop grandes, trouées, des chaussures parfois très rigides qu'ils ont hâte d'enlever en fait à l'école justement pour aller courir. Donc nous on a fait en sorte de ramener plusieurs centaines de chaussures pour pouvoir les équiper. C'est un projet qu'on aimerait aussi qu'on aimerait raviver aussi dans le futur. Et puis par contre, sinon, au niveau des frais d'inscription, il y avait. Alors, Julien, tu pourras me préciser justement combien il y a eu de mini-maisons dans l'historique en fait de fabriquer, et puis nous décrire un petit peu de quoi on parle quand on dit mini-maison et pourquoi on le fait. Et puis comment fonctionne aussi par contre, c'est souvent quelque chose qui est optionnel et par contre que l'on propose une fois sur place, c'est la subvention en fait scolaire pour les enfants. Peut-être que ce sera le mieux Ouais. placé justement pour en parler dans le détail et la manière dont ça fonctionne. Ouais, donc avant j'ai parlé du centre, on appelle ça le Children's Center for Kids, qui est un peu au centre d'Iten, c'est là où vous allez rester parce qu'au premier étage on a fait des chambres justement pour accueillir des volontaires ou des groupes, des camps comme celui de la clinique du coureur ou du coaching du coureur. Et en parallèle à ça, on aide les familles les plus défavorisées. En fait maintenant on est plus axé sur les enfants et donc on sélectionne les enfants les plus défavorisés, les plus ceux qui n'arrivent pas par exemple à payer leurs frais scolaires. Et donc, on les identifie dans les écoles ou dans les communautés de village. Voilà, il y a pas vraiment de jalousie, il y a pas de ah, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est moi. En fait, d'un commun accord, les professeurs, ils désignent cet enfant, il a besoin, ou le chef du village, il dit celui-là, il a besoin. Et nous, on suit ça. On fait quand même des visites des familles pour s'assurer que c'est vrai, qu'il y a vraiment un besoin. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que pour certaines familles, on construit des maisons. Donc, c'est comme tu as dit, c'est des habitats assez simples. Ça représente environ une pièce qui est divisée en deux de 20 mètres carrés. Donc voilà, 2 fois 10 mètres carrés environ, et qui permet de loger des familles jusqu'à 6, 7 personnes. Donc il faut se dire voilà, que tous les petits frères et sœurs, ils dorment à 3, 4 dans un lit. Donc voilà, c'est pas facile, mais c'est la réalité ici. Et ça représente environ 1 500 euros. Et c'est ce que, en fait, chaque personne du camp euh, on prend 100 euros sur l'inscription du camp pour financer une maison. Donc en général, c'est une quinzaine de personnes par corps. Donc c'est une maison. L'année passée, on avait pu en faire deux. Je crois que cette année, ce sera une maison. Plus un espace pour des douches, toilettes. Donc voilà. C'est assez dur de s'imaginer ça depuis l'Europe ou le Canada, j'imagine. Mais voilà, en venant, c'est aussi des choses qui sont très marquantes qui remettent bien les idées en place aussi sur parfois quand on se plaint, ah, il fait chaud, il fait froid, ah mince, la douche, elle est pas comme ci, comme ça. Bah là, en fait, on se rend compte qu'on a de la chance d'avoir tous, je pense qu'on a tous une douche chaude et c'est des choses qu'on prend pour acquis et qu'en venant au Kenya, on se rend compte qu'en fait, c'est pas tant acquis que ça, c'est pas pour tout le monde sur Terre et qu'on est quand même bien chanceux d'être né où on est né. Voilà. Oui, clairement. Moi, je pense que si c'est une des choses que j'ai retenues là-bas, c'est que on tient beaucoup de choses pour acquises dans le niveau de confort, j'oserais dire de luxe, auquel on s'est habitué dans notre vie d'Occidentaux. Et on accorde souvent une importance démesurée à des artifices qui n'existent pas dans la vie de ces gens-là et qui probablement les déchargent aussi de responsabilités, de préoccupations qu'un humain n'a jamais eu dans l'histoire de l'humanité jusqu'à peut-être il y a 100 ou 150 ans, puis dont on gagnerait tous à se départir. Puis le dépouillement, en tout cas, moi, j'ai trouvé, d'un point de vue expérience humaine, de pouvoir m'entraîner là-bas, de pouvoir vivre au rythme de ces athlètes, de pouvoir côtoyer ces enfants, ces familles.
Euh, Ça m'a aidé. Premièrement, ça a créé une dissonance cognitive importante hein, entre ma vie ici, puis mes attentes, mes standards, et celles que j'avais là-bas. Mais ça m'a aussi amené à reconsidérer certains des choix que j'ai faits dans ma vie, puis l'importance que j'accorde à certaines choses. Entre autres, l'importance qu'on accorde à l'entraînement, l'importance qu'on accorde à notre niveau, à nos chronos, à nos performances. Puis ça, c'est vraiment une chose sur laquelle on veut prendre le temps d'insister. Oui, vous allez vous entraîner parmi les meilleurs coureurs sur la planète. Oui, votre coach est lui-même un coureur avec des chronos qui feraient rêver n'importe qui. Si tu me corrigeras, je me trompe, c'est 1h04 et 2h16 sur semi et sur marathon. Ouais, c'est Euh, ça. mais vous n'avez pas besoin d'être des coureurs phénoménaux avec des aspirations de performance phénoménales pour avoir votre place dans ce camp. Julien, comment tu structures ça à animer un groupe et entraîner un groupe avec des disparités entre les fréquences d'entraînement, les durées que les gens peuvent soutenir, les vitesses que les gens peuvent soutenir à l'entraînement pour que tout le monde y trouve son compte? Bah, ça, c'est aussi un des autres en fait, aspects positifs d'organiser ces camps, c'est que ça donne du travail à des gens ici. Donc, on engage plusieurs coachs, guides, qui vont accompagner par petits groupes de deux, trois, des fois même individuellement les personnes parce qu'elles ont un programme spécifique pour un marathon ou parce que c'est trop rapide pour elles, donc elles préfèrent faire de la marche active. Donc, on engage, voilà, donc il y a trois, quatre, cinq coachs, guides qui accompagnent ces gens et qui sont rémunérés pour les 10 jours de camp. Donc, c'est aussi un point positif. Et puis, c'est pour ça qu'on peut vraiment faire pratiquement du sur-mesure en fonction de votre niveau, même si on encourage à organiser des petits groupes de trois quatre pour que ça soit aussi plus sympa plutôt que s'il y a 10 personnes et puis que chacun a son guide perso, c'est aussi un petit peu bizarre. Donc, on essaie de regrouper par niveau, mais il n'y a aucun problème si, voilà, entre celui qui va faire moins de 3 heures au marathon et puis celui qui court en 5 heures, tout le monde s'y trouve son compte. Et même celui qui fait de la rando, de la marche active, comme j'ai dit, il n'y a pas de problème. On en a eu l'année passée, ça s'est très très bien passé. Mhm. Et toi, Mika, tu as mentionné le trail. C'est Mhm. probablement parmi les choses qui vont piquer la curiosité des gens le plus parce que on ne connaît pas encore d'athlètes kenyans en trail. On ne connaît pas encore d'historique d'entraînement et de compétition en trail chez les Kenyans. Pourtant, toi, ça a été une des choses qui t'a marqué, qu'on insiste autant sur l'entraînement sur piste et sur route dans une vallée où le potentiel de trail est aussi inexploité, mais aussi gigantesque. Veux-tu nous parler un peu de ce que sont, toi, peut-être les trois éléments les plus marquants en ce qui concerne les possibilités en trail que toi, tu as découvertes là-bas? Oui, bien sûr. Bah, tu sais, déjà, ça, c'est à titre personnel, mais moi, je suis un coureur multiterrain et multidistance. Et quand j'y suis allé il y a 3 ans, j'étais encore ultra-trailer. Parce que depuis, je me suis un peu retiré des longues distances, mais justement parce que le Kenya m'a redonné le goût de la route. C'était tellement beau à voir, justement. Mais par contre, c'est aussi le trail qui m'a fait connaître Julien. Parce que moi, je m'étais renseigné, et donc on m'a parlé de Julien qui créait une équipe de trail. Et ça m'a tout de suite intrigué. Je me suis dit, OK, où on peut faire du trail? Donc on m'a parlé de la cascade de Torok, la cascade de Keisup. Donc je suis allé un peu explorer. J'ai rencontré Julien à Simba for Kids. Et ça, c'est vrai que Iten est très connu pour la route. Ça, on va pas le nier. D'ailleurs, les meilleurs coureurs qui sortent de là bon, sont des marathoniens hors pair. Et en fait, nous, on a eu la chance, avec le coaching du coureur et la clinique du coureur, d'aller explorer les sentiers. Alors, je vais pas dire qu'ils étaient inexplorés, mais en tout cas, ils n'étaient pas balisés. Et en fait, ce sont des chemins, parfois alors qu'ils sont hors sentier, mais parfois des chemins qui sont officiels aussi, qui descendent dans la vallée. Et en fait, on peut très facilement, à partir du plateau de Simba, faire 1000 mètres de dénivelé négatif pour remonter ensuite. Donc ça, ça fait partie en fait des expériences un peu atypiques où on voit des coureurs sur route, on voit des gens bornés 150 à 200 km par semaine sur le bitume. Et puis finalement, dès qu'on s'enfonce un peu dans la vallée, et ça je le reprécise parce que Julien tout à l'heure disait on n'est pas dans un bidonville. Effectivement, on est dans une vallée qui est magnifique en réalité. Et alors effectivement, il y a parfois un peu de pauvreté, mais c'est plus une pauvreté de moyens et une pauvreté financière. Mais par contre, on a des gens qui vivent en harmonie avec leur environnement. On a beaucoup de paysages ruraux. Et cette vallée, elle est pas très fréquentée en réalité, à part par les locaux, mais je veux dire par les gens de passage comme nous, elle n'est pas vraiment fréquentée. Et ça a été, je pense, avec un des groupes qu'on accompagnait, par exemple, aller à la cascade de Torok.
où à un moment donné, on se prend quand même un dénivelé, je pense, de 600 à 800 mètres, je sais plus trop au positif, mais vraiment rude, hein, sous le soleil. Mais par contre, avec une vue incroyable et surtout avec le sentiment vraiment de passer à des endroits où pas beaucoup de monde est passé, bah ça, par contre, ça fait partie des souvenirs un peu inoubliables. Hmm. Si bien que sous l'impulsion de nos porteurs de projets, puis par amour pour le trail, comme la Clinique du coureur organise déjà une course de trail à Lac-Beauport, vous avez organisé l'année dernière la toute première course en sentier à Iten, le trail de la Clinique du coureur à Iten, précisément sur ces sentiers qui descendent dans la vallée du Rift, comme tu le mentionnais, Mika. Cette année, donc, tous les participants au camp ont leur dossard déjà réservé à leur nom pour cette course. Julien, est-ce que tes Mini Runners seront au départ? Et donc, est-ce que nos participants ont la moindre chance de l'emporter ou est-ce que c'est perdu d'avance? Ça va être compliqué de l'emporter, je pense. Oui, je pense que j'aurai la plupart de mon groupe. Donc, ça s'appelle les Mini Mania Runners. C'est en parallèle à Simba for Kids. En fait, on a créé avec un ou deux amis, on a créé un groupe qui est spécialisé sur le trail. Donc, comme tu le disais, il y a peu de coureurs kényans pour l'instant sur le trail. Il y en a qui commencent à arriver. Je pense que l'année prochaine, ça va faire un peu plus de bruit encore. Sur les trails de 40 km, ils commencent à être bien dominateurs quand même. Pas encore sur les ultras. Donc, Mika, si tu veux retourner un petit peu sur les ultras, vas-y maintenant parce que dans 3 4 ans, c'est mort. Parenthèse, ouais. Et donc, voilà, le trail, c'est une boucle de 25 km avec 1100 mètres de dénivelé positif et négatif, ou on pourrait dire négatif et positif, parce que ça commence par de la descente et ça finit par de la montée, ce qui est plutôt rare chez nous. Ouais. Euh, et c'est un trail qui est assez difficile quand même, et donc c'est optionnel, c'est pas obligatoire du tout. Chacun a un dossard, mais si certains le sentent pas, ils préfèrent juste faire le début de la boucle et puis écourter et puis faire que 15 km ou 10 km, c'est possible. Ou alors tout simplement être bénévole, c'est aussi possible. Donc voilà. Mais ceux qui ont envie de tester une course avec les meilleurs du monde, il y aura notamment la vainqueur de Sierzinal cette année. Ceux qui connaissent, c'est une des courses les plus mythiques de montagne. Aussi la finale de la Golden Trail Series qui sera là. Donc voilà, il y aura vraiment des athlètes mondiaux, probablement médaillés au championnat du monde l'année prochaine qui seront là. Et voilà, donc ça va être un beau spectacle et puis une belle manière ouais, de finir le stage en beauté. Mhm. Donc, comme tu mentionnais, 25 kilomètres, 1100 mètres de descente pour commencer, 1100 mètres de remontée pour revenir à l'arrivée et une course de 2 kilomètres pour les enfants. Ouais, c'est ça. Organisée, donc c'est le 8 mars, alors l'avant-dernier jour du camp. Donc, avec des gens qui vont arriver au 28 février, qui vont avoir le temps de s'acclimater à l'altitude, s'acclimater à la chaleur, s'acclimater à la technicité de ces terrains, de pouvoir s'entraîner sur ces boucles, pour ceux qui souhaitent mettre le paquet là-dessus. Euh, à quoi ça ressemble une journée classique à Iten? Je sais qu'on est presque exactement sur l'équateur. Je sais qu'en altitude aussi, les amplitudes de température sont beaucoup moins grandes. À quoi on peut s'attendre quand on vit une journée à Iten? Qu'est-ce qui marque le rythme de la journée et où est-ce que l'entraînement se place là-dedans? Alors, en général, c'est un réveil matinal vers 6 7 heures, et puis on part tout de suite pour un petit footing. Certains peuvent manger un petit encas avant, d'autres peuvent aller à jeun. Donc, on fait une petite sortie ou une plus longue sortie. Les premiers jours, ce sera une petite sortie pour s'acclimater, après un peu plus long. Il faut compter entre 1 heure et 1 heure et demie, mais voilà, c'est tranquille, il n'y a pas de stress par rapport au rythme, comme on a dit, tout niveau. Ensuite, on revient, on reprend un petit déjeuner ou pas, voilà, petit déjeuner. Ensuite, il y a souvent une petite visite, soit d'une école, soit d'une famille ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est variable. Et puis ensuite, l'après-midi, on fait souvent une autre visite, euh, comme les cascades que Mika a mentionnées. Et puis, en option, pour ceux qui veulent encore plus se dépenser, il y a un footing en fin d'après-midi euh, avec les repas bien sûr à midi et le soir. On ne fait pas un jeûne de 10 jours au Kenya. Non,
Surtout qu'en altitude, il faut s'alimenter adéquatement. Tu mentionnes que les jogs, les footings se font plutôt tôt le matin et plutôt en fin d'après-midi. C'est ce que font la plupart des athlètes qui sont là-bas. Euh, c'est donc classique de se réveiller au chant du coq et de partir dès qu'il fait suffisamment clair pour voir où on met les pieds, mais aussi d'attendre la fin de la journée, que le soleil soit redescendu et que la température est redescendue aussi avant de retourner courir. Parce qu'il fait quand même assez chaud, hein, et quand le soleil plombe à 2 400 mètres d'altitude, il plombe très fort. Et à quoi ça peut ressembler donc la température tôt le matin, la température au plus chaud de la journée? Ouais, alors là, il y a une grosse différence entre la perception des Kenyans et puis la perception des Canadiens qui sont encore dans l'hiver, fin février, début mars. Parce qu'en fait, donc, le matin, il fait 10, 12 degrés jusqu'à 15 degrés. Et donc, pour les Kenyans, c'est froid. Donc, ils s'habillent, ils ont limite des gants et un bonnet, et puis en tout cas une veste. Ouais. Alors que c'est vrai que je me souviens que l'année passée, les gens partaient direct en short, t-shirt. Mais donc voilà, ça dépend de la perception de chacun, mais pour vous, pendant qu'il fera une sensation quand même de fraîcheur, mais pas froid. Ensuite, ça monte quand même jusqu'à 25 degrés l'après-midi en journée. Et là, c'est chaud parce qu'on est à 2400 mètres, comme tu l'as dit. Donc, c'est comme en montagne, en altitude, en montagne. Voilà, l'été, ben, il fait chaud, puis on peut prendre des coups de soleil et tout ça. Puis là, pour courir, c'est quand même beaucoup plus pénible. Donc, on évite de courir en milieu de journée. Même les Kenyans ne courent pas à midi ou en début d'après-midi. Et on attend 16-17 heures pour refaire le footing. Et là aussi, il peut faire encore un peu chaud, mais c'est supportable, quoi. Donc voilà. Moi, je conseille quand même de prendre une petite veste coup de vent. Ce qui est aussi conseillé, c'est de prendre des sacs d'eau ou alors en tout cas une poche d'eau ou une petite gourde à porter à la main. Parce que souvent, on déshydrate plus vite en altitude quand on n'est pas acclimaté surtout. Et donc, pour les sorties d'une heure et demie, c'est quand même bien d'avoir un demi-litre d'eau sur soi pour pouvoir se ravitailler pendant la sortie. Ben, on parlait de l'importance de manger. Mika, toi, parmi tout ce qui nous est servi, tout ce qu'on mange dans la vallée d'Iten, qu'est-ce qui t'a marqué? Quels sont les mets typiques qui t'ont le plus marqué de tes séjours là-bas? En fait, ce qui m'a marqué, ce sont des choses assez simples, c'est les fruits. C'est les fruits en abondance, les mangues, les tomates, mais qui sont d'une fraîcheur que je ne trouve pas au Canada, malheureusement. Ça, on Non. en trouve un peu partout. Après, on a la chance de goûter à l'ougali, l'ougali qui est donc un aliment très simple avec lequel justement on se remplit l'estomac chez beaucoup de Kenyans. Mais il y a aussi, comment ça s'appelle, la petite fleur? Chapati? Le chapati, pardon, j'ai oublié le Les nom. pains plats. Ouais. Le thé kényan avec le chapati, c'est aussi le petit rituel que je me permettais avec le petit point de vue qu'on a là dans le petit bar au bout du virage, là, parce qu'il y a un endroit où il y a un point de vue, tout le monde se réunit souvent. Donc c'est plutôt des choses simples, moi, qui m'ont attiré dans la nourriture, mais c'est ça, vraiment ce qui m'a marqué, c'est la couleur et la fraîcheur des fruits et des légumes, notamment des fruits. Mhm. Alimentation locale, alimentation fraîche, alimentation très pauvre en viande, en gras, aucune friture, aucune fioriture, pas de ketchup, pas de sauce complexe, du chou braisé, des légumineuses, beaucoup de légumes, de fruits. Une nourriture qui pousse littéralement dans les kilomètres avoisinants et qui est toujours de saison, hein, parce que là-bas, la saison végétative, c'est l'année longue. Toi, Julien, quels sont tes trois incontournables de la gastronomie kenyane? C'est un petit peu ce que Mika a cité, c'est-à-dire l'ougali, c'est quand même la base en fait pour ça, pour expliquer. Les Kenyans mangent vraiment tous les jours de l'année de l'ougali, tous les repas du soir c'est de l'ougali, donc c'est de la farine de maïs bouillie qui fait comme un espèce de cake. Ça ressemble à la polenta, mais c'est du maïs blanc et donc ça c'est Ouais. vraiment c'est l'équivalent de leur riz ou pâtes quoi. Donc eux ils mangent du riz à midi, des pâtes très peu, spaghetti pâtes c'est assez rare pour eux. Donc le Gali, c'est quand même vraiment l'incontournable. On n'en fait pas tous les jours parce que sinon les gens se lasseraient, mais on en fait quand même, je crois, 3 fois dans la semaine. Donc vous avez l'occasion d'en goûter. Et puis voilà, et puis les chapatis, c'est vrai que ça plaît à tout le monde. C'est comme des crêpes salées un peu, qui accompagnées avec soit des lentilles, soit du ragoût de bœuf ou des choses comme ça, des légumes.
Donc ça, les gens, vraiment, tout le monde adore. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui n'aimait pas les chapatis. Et, Non. et sinon, comme a dit Mika, c'est vrai que moi, j'ai tendance à l'oublier parce que je vis ici depuis trop d'années maintenant. Mais les légumes, les fruits et les légumes et les fruits surtout, c'est vrai que c'est quand même un grand luxe d'avoir des mangues qui n'ont pas la même saveur que celles qu'on trouve chez nous. Les ananas aussi, qui sont vraiment incroyables. Donc voilà, ça, vous avez ça, comme il a dit, en abondance. C'est le bon terme. Donc voilà, vous allez faire une bonne cure Ouais. de fruits et de vitamines. Et que dire du thé au lait, tellement sucré que la cuillère tient debout dedans. Ouais, alors ça c'est C'est vrai la clé que du succès. ouais, il faut croire que ce qu'on dit au niveau scientifique c'est remis un petit peu en question parce que dans une tasse de thé, il met jusqu'à je sais pas 6 ou 8 cuillères à sucre. Ça c'est vraiment pour nous c'est imbuvable, mais eux c'est comme ça. Peut-être qu'aussi c'est leur énergie en fait. Pour eux, le sucre, voilà, c'est pas trop cher et puis ça fait partie un peu de l'énergie. Ils ont aussi cette croyance, comme nous, on a beaucoup de croyances, eux, ils ont la croyance que voilà, le sucre c'est bien, c'est de l'énergie après l'entraînement. Alors peut-être que pour quand quelqu'un vient de faire 20 km, c'est pas mal en fait de manger 6 à 8 cuillères à sucre. Je sais pas, mais en tout cas, Ouais. ça marche pas trop mal pour les performances. C'est ça que j'allais dire. Si c'était si néfaste, ça m'étonnerait qu'on voit autant de performances de leur part. Mais après, il n'y a pas que l'entraînement en course à pied. Hein, Mika, tu fais même partie de ceux qui insistent pendant les séjours là-bas pour diversifier les expériences, que ce soit pas toujours course à pied le matin, course à pied l'après-midi, course à pied le lendemain. Il y a plein d'autres possibilités. Donc, tu as déjà mentionné les randonnées aux cascades, mais on offre aussi la possibilité d'aller s'entraîner à la nage, d'aller s'entraîner en faisant du renforcement musculaire. Peux-tu nous donner un aperçu aussi de ces ingrédients additionnels qui sont proposés? Et en effet, parallèlement en fait, aux entraînements classiques, on va dire, sur piste, enfin, sur route ou alors en sentier, c'est la possibilité de faire des randos qui sont quand même des randos assez, pour certaines, spectaculaires, donc qui sont pas forcément longues, mais en tout cas qui sont très belles. Et après, par contre, il y a toute une possibilité d'inclure des activités, par exemple du renforcement musculaire ou de la mobilité. Euh, tu l'as peut-être cité, mais il y a aussi à Eldoret, donc qui est la ville à proximité. Normalement, il y a une sortie qui est prévue, bah, c'est pas loin de la piste d'ailleurs de Kipchoge Stadium où c'est un complexe sportif où on a accès à une grande salle de sport pour ceux qui en auraient vraiment besoin, ou alors il y a aussi une piscine, tout simplement. Donc on peut satisfaire tous les goûts, je pense, au niveau des activités physiques. Donc peut-être que, je sais pas, Julien, si des vélos peuvent être peut-être trouvés, si jamais il y a une personne Euh, qui veut faire du vélo Oui, occasionnellement. on a quelques vélos qui sont normalement plutôt à l'usage des enfants ou des coachs des enfants, mais c'est possible de faire du vélo. Et probablement qu'on aura deux ou trois vélos, comment on dit, stationnaires, des vélos indoor pour ceux qui veulent voilà, rajouter un peu quelques calories dépensées en plus dans la journée. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Ben alors voilà, je pense, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, moi j'ai l'impression qu'on a quand même donné un bon aperçu de l'expérience qui est proposée. Une expérience caritative qui bénéficie concrètement à la communauté par le don des chaussures, par la construction des mini-maisons, par la place que vous aurez et le rôle que vous jouerez dans la vie de ces enfants-là en les côtoyant durant votre séjour. Un stage d'entraînement qui est adapté à tous les niveaux, avec des guides qui sont capables d'accompagner les coureurs, les coureuses selon leurs capacités pour leur permettre de vivre une expérience d'entraînement intéressante sur route, sur piste, en sentier, par de l'entraînement croisé. Une gastronomie qui va vous faire changement de ce qui est offert dans les épiceries québécoises et dans les supermarchés européens durant l'hiver. Et surtout, cette possibilité de vous dépayser au contact de ces personnes extraordinaires qui vivent avec extraordinairement peu, mais qui sont quand même capables d'accomplir de très, très grandes choses. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui, ben, on pourrait peut-être rajouter un mot sur l'excursion qui est optionnelle, mais que propose Julien, l'excursion à Naïvacha en fin de séjour. Qui Bonne dit idée, oui. Ouais, éventuellement safari ou ascension, parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités. Donc, Julien, si tu veux nous dire un mot sur l'excursion qui est facultative. l'e- l'excursion qui est facultative, c'est donc ça dure 2 jours. Donc je crois que c'est le 10 mars. On part à Naivasha en petit bus ou en taxi, selon le nombre de personnes
petit bus privé, hein, donc en navette jusqu'à Navata. Donc c'est 5 heures de route. On mange sur place le déjeuner. Ensuite, on a le temps de s'installer dans les chambres qui sont très confortables. C'est un hôtel 4 étoiles. Et puis, on va faire un petit tour en bateau. Donc, c'est un petit bateau moteur, vraiment les petites barques à moteur. Il y a des hippopotames et on va sur une presqu'île. Et sur cette presqu'île, on fait un petit tour de 1 heure et demie. Elle n'est pas très grande, elle fait 3 ou 4 kilomètres de long. Donc, on a le temps de faire un petit peu tout le tour, de voir les animaux qui se trouvent sur la presqu'île. Donc, c'est pas des animaux, c'est pas des lions, etc. On va pas se faire manger, mais c'est des girafes, des zèbres, des antilopes, des choses comme ça, des singes aussi. Et ensuite, on prend un bon dîner le soir. Et le matin, on se lève de bonne heure pour aller faire l'ascension du mont Longonot. C'est un volcan qui fait le tour du cratère fait 7 km. Donc, on doit faire, je crois que c'est 800 mètres à peu près de dénivelé. Non, ça doit être 600 mètres de dénivelé. Et puis, le tour du cratère qui est assez vallonné. Et on redescend. Donc, c'est une belle rando de 12 km qui prend à peu près 3 heures. Euh, et puis ensuite, on déjeune une dernière fois à l'hôtel. Et puis, en début d'après-midi, les gens sont emmenés à l'aéroport de Nairobi pour soit rentrer chez eux, soit prolonger leur séjour s'ils ont planifié une prolongation. Hum, Une belle expérience qu'ont bien apprécié les gens qui y ont participé l'année dernière. Un beau complément fait à ce que vous aurez vécu dans la vallée autour d'Iten, d'aller vous immerger en pleine nature sauvage kenyane et de continuer à découvrir les saveurs locales et les particularités de la faune, la flore du milieu. Merci Julien d'accueillir les gens chez Simba. Merci pour tout le travail que vous faites pour améliorer la qualité de vie de ces enfants. Puis merci d'être un partenaire dans ce projet. C'est vraiment sympathique de votre Merci à part. vous. Merci à vous. Merci C'est vraiment un Mika. plaisir de collaborer là-dessus. Ouais. Ouais. Merci Mika aussi d'être allé dénicher cette perle rare, d'être toujours à l'avant pour proposer ces expériences géniales. Puis pour continuer à innover dans ce qu'on offre comme moment magique à vivre dans ces contrées. Exact. Je tiens à ajouter aussi un petit quelque chose, et c'est ce que j'ai apprécié chez Julien, c'est que lorsqu'on se rend sur place en tant qu'occidental, en comparaison au niveau de vie sur place, justement, on est toujours quand même un peu privilégié, c'est vrai. Mais par contre, le piège, c'est de tomber un peu dans le syndrome du sauveur, c'est-à-dire de vouloir faire des dons en excès, donner plein de choses aux enfants. En réalité, comme me l'a souvent précisé Julien, les enfants n'ont pas tant besoin de choses qu'on voudrait leur donner, si ce n'est peut-être des jeux de société pour le camp, ça c'est souvent apprécié, mais c'est plus du temps qu'il faut leur offrir. C'est-à-dire euh, des activités, ou alors si on a un don particulier, je sais pas moi, si on sait faire des tours de magie, si on sait faire du dessin, de la musique, peu importe, ce sont des moments de qualité qu'on peut partager ensemble et c'est ça qui est important. On ne veut pas nécessairement habituer aussi la population à recevoir toujours du matériel, mais c'est ce que j'ai apprécié chez Julien parce que c'est un réflexe qu'ont beaucoup de gens de venir, de vouloir toujours offrir quelque chose et justement Julien, avec l'expérience qu'il a sur place, s'est rendu compte que ce qui était le plus important, c'était ce temps de qualité qu'on passe ensemble, que ce soit d'ailleurs avec des athlètes ou avec des enfants. Exactement. Non, c'est un très bon point, Mika. Merci de préciser. Une chose que je peux préciser aussi encore, c'est que dans le centre, c'est interdit d'amener des bonbons. Donc, n'amenez pas de bonbons parce que justement, comme tu le dis, Mika, on veut pas habituer les enfants à recevoir des choses et en plus des choses qui sont pas forcément positives pour elles. Donc après, ça, dans les pays en développement comme ça, quand il y a beaucoup de tourisme, en fait, souvent, c'est comme si les enfants deviennent des mendiants très jeunes en demandant de l'argent, des bonbons, et nous, on évite vraiment ça à tout prix. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de les préserver aussi au maximum d'une région qui devient de plus en plus touristique aussi, quand même. Mhm. C'est pour ça qu'on a fait une toute petite expérience à petite échelle dans un centre bien établi avec des principes et des valeurs aussi bien ancrées puis aussi nobles et honorables. Donc, ben, merci à tous les deux de vous être joints à cette conversation puis d'avoir fait rêver. Moi, je dois dire que ça me chatouille là, d'y retourner 2 ans plus tard. J'espère peut-être vous revoir en 2026 là-bas. Et ben, merci à tout le monde, à toutes et à tous de vous être joints à nous pour cette conversation, en direct ou en différé. Au rappel, donc, c'est cette expérience quand vous est offerte du 28 février au 10 mars à Iten.
avec inscription sur lecoachingducoureur.com ou lecoachingducoureur.fr. Et bien, faites circuler l'information, partagez ce webinaire si vous le regardez en différé via YouTube ou sur notre site. Puis, ben, au plaisir de vous accompagner. Dans mon cas, à distance, dans le cas de Michael et de Julien, en direct à Eton l'hiver prochain. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci à tout le monde. Bye bye. À bientôt.